Pour souligner le 375e anniversaire de Montréal, le 100e de la Confédération canadienne et bien sûr le 50e d'Expo 67, le musée McCord a eu la très bonne idée, sous la direction de Suzanne Sauvage, directrice et chef de la direction du musée, de nous proposer jusqu'au 1er octobre prochain l'exposition Mode Expo 67. Et pour nous en parler, je reçois Cynthia Cooper, chef collection et recherche et conservatrice costumes et textiles au musée McCord. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci, Marianne. Qui a eu l'idée, Cynthia Cooper, de présenter cette exposition pour souligner, entre autres, le 50e de l'Expo? C'est une idée qui m'est venue à partir de notre collection de costumes et textiles. C'est une collection qu'on construit activement par des dons. Et un jour, j'ai rencontré M. Jacques de Montjoie, qui était créateur à l'époque, et il m'a offert une robe assez unique, en me disant qu'elle avait fait partie d'un défilé à Expo 67. Alors là, je me suis mis à réfléchir sur le nombre de vêtements qu'on avait reçus depuis que je suis au musée, qui ont un rapport, tous différents, mais qui ont un rapport avec Expo 67. Et je me suis dit, là, j'aimerais bien explorer la place que la mode avait dans cet événement-là. Et cette année, c'était vraiment toutes les étoiles, toutes les constellations étaient là pour pouvoir présenter cette exposition. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est vraiment la première fois, parce que j'ai lu ça à quelques endroits, que le McCord et même à Montréal, qu'on présente une exposition sur Expo 67, mais par le biais de la mode? Oui, c'est bien la première fois. Dans la recherche existante sur Expo 67, il y a quelques articles qui sont écrits sur certains aspects de la mode, mais il n'y a jamais eu un survol de la place que la mode a occupée à cet événement-là, puis comment la mode reflétait les thèmes de ce que Expo 67 a fait pour Montréal et le Canada. Moi, je trouve que c'est une exposition qui nous rend de bonne humeur, mais nostalgique en même temps, parce que les gens qui ont pu y aller vont se souvenir de plein de détails. Ceux qui n'ont pas pu parce qu'ils étaient trop jeunes ou pas à Montréal, ça va leur ouvrir une palette de couleurs et de visuels. Mais rappelons quand même, ça a duré 6 mois, précisément du 27 avril au 29 octobre 1967. 90 pavillons, 60 pays ou à peu près représentés, 847 bâtiments, 1500 à 1800 hôtesses qui étaient présentes. Et en plus, on a dû créer l'île Notre-Dame et comme agrandir un peu l'île Sainte-Hélène pour pouvoir accommoder tout le monde. C'est gigantesque comme événement. Expo 67 était un projet gigantesque. La construction de tous ces pavillons et bâtiments, l'obtention des participations de tous les pays qui ont participé. Alors, c'était vraiment un tour de force du point de vue logistique, urbanisme, architecture. Alors, c'est sûr que c'est facile à oublier la partie, des aspects plus éphémères de cette expérience là, comme la mode, par exemple. Oui. C'est titanesque aussi pour vous, parce que combien d'années de préparation pour être capable de nous présenter la 60aine de costumes que l'on peut voir, les accessoires, les vidéos et bien d'autres choses encore. Combien d'années de travail? Oui, j'ai travaillé à préparer cette exposition depuis 1 an et demi. Ça peut sembler long, mais la quantité et la dispersion des archives relatives à Expo 67, c'est pas long du tout parce que il n'y a pas une seule archive qui traite d'Expo 67. Les choses sont éparpillées à travers la ville, à travers le Québec, puis même probablement dans d'autres pays pour ce qui est de l'administration et la participation des autres pays. Alors, pour trouver tout ça et puis même décider de quel thème qu'on traiterait, parce qu'on explore bien des thèmes avant de décider lesquels qu'on va traiter dans l'exposition, il y avait un énorme travail d'archives et de recherche. Est-ce que vous en aviez assez à même le McCord pour pouvoir présenter ce que l'on peut voir ou vous avez dû demander à d'autres institutions de vous prêter soit des costumes ou des accessoires? Alors, la plupart des costumes viennent de nous, sont déjà dans notre collection. On est allé faire quelques emprunts où il y avait vraiment quelque chose de précis. Par exemple, nous avons deux ensembles de la couturière Marielle Fleury qui ont fait une tournée en Europe. On savait qu'il y avait une troisième qui avait fait cette même tournée, qui était à Québec dans la collection du Musée de la Civilisation.
civilisation. Alors, on est allé le chercher. Dans les archives qu'on présente, les documents d'archives, il y avait certaines choses qui étaient dans notre collection, mais aussi les créateurs en possédaient, c'était encore dans leur collection, ou encore, dans le cas de Marielle Fleury, ses croquis étaient au Musée de la civilisation. Alors, on a exploré beaucoup de collections d'archives pour récolter soit des documents qu'on allait emprunter, des images, les archives de Radio-Canada pour ce qui est des films de l'époque, parce que ça, on en a beaucoup, ça joue un rôle dans l'exposition. Donc, on a exploré beaucoup d'autres institutions puis des archives personnelles pour pouvoir rapporter ce qui faisait du sens ensemble. Alors, beaucoup d'hôtesses, comme je le disais tout à l'heure, donc beaucoup de costumes. Vous en présentez une 60aine, plus les accessoires. Comment s'est fait le choix pour les gens de l'époque pour le costume, disons, du pavillon du Québec et du Canada? Est-ce que c'est par un phénomène de concours? Oui. Alors, chaque pavillon avait son hôtesse et il y avait aussi des hôtesses qu'on appelait les hôtesses officielles ou les hôtesses Expo 67 sur le site. L'uniforme le plus connu, c'est l'uniforme bleu créé par Michel Robichaud qui n'était pas créé par un concours. Mais beaucoup d'autres pavillons faisaient un concours pour choisir le créateur qui pourrait faire quelque chose qui véhiculerait l'image qu'ils voulaient projeter, qui était souvent une image de modernité, d'avant-garde. Pour le pavillon du Québec, effectivement, ils ont fait un concours où ils ont invité 9 couturiers québécois à soumettre des croquis. C'est Serge et Réal qui ont gagné. Nous avons l'uniforme créé par Serge et Réal, mais on a un croquis, mais pas leur croquis original parce que probablement que ça a été gardé par l'administration du pavillon qui ne l'a pas sauvegardé dans les archives. Mais il se trouvait que 2 des créateurs qui ont participé à l'exposition m'ont fourni le croquis qu'ils avaient fait à l'époque. Et dans nos archives, dans le fond de John Warden, un autre bien connu de l'époque, on a trouvé son croquis. Alors, on a pu ramasser 3 des entrées qui n'ont pas gagné pour les présenter avec l'uniforme du Québec. Alors, vous parliez tout à l'heure qu'effectivement, c'était par thème. Effectivement, les salles sont thématiques. Ça commence par quoi? On commence avec les hôtesses parce que c'est ce que les gens se rappellent probablement le plus de l'expo. C'était des jeunes femmes qui étaient la présence officielle, qui représentaient l'expo auprès du public sur le site et qui représentaient leur pavillon. Alors, nous avions déjà plusieurs de ces uniformes-là dans notre collection. J'en recherche activement depuis que je suis au Musée McCord et je continue d'en rechercher. D'ailleurs, j'espère que l'exposition fera penser à d'autres anciennes hôtesses qui peuvent avoir encore un uniforme, que le Musée McCord sera l'endroit à le loger un jour. Mais alors, nous avons présenté les uniformes que nous avons, surtout lorsque l'uniforme était fait par un créateur québécois ou un créateur canadien. On trouvait ça intéressant de l'inclure. Et on en a quelques-uns de l'international, aussi faits par des créateurs connus dans leur pays. Et aussi un uniforme du Ghana qui représente la tenue traditionnelle de ce pays, qui était aussi un axe que beaucoup de pavillons prenaient. Alors, bien sûr, il y a le costume, mais il y a aussi les produits qui vont avec. Donc, on peut voir des parapluies, on peut voir des chaussures, des bottes, des sacs à main. Ça aussi, ça appartient à la collection du McCord? Oui. Alors, dans une des zones où nous représentons les produits canadiens, puisque il y avait un défilé toutes les semaines au pavillon du Canada où on présentait des produits canadiens. Et d'ailleurs, c'était un événement créé par des associations de manufacturiers qui voulaient mettre en valeur la mode canadienne pour le montrer au monde. C'était une opportunité assez énorme. Alors, ils ont choisi de rester anonymes pour pouvoir le faire, pour ne pas créer de concurrence entre eux. Et alors, ils l'ont financé, ils ont fourni des vêtements, ils ont représenté tous les secteurs de la mode canadienne, y compris les parapluies, les bijoux, les chapeaux, les chaussures, les imperméables, la fourrure. Il y a des manteaux d'hiver comme il y avait des maillots de bain. Alors, nous avions dans notre collection des objets semblables, des vêtements faits par différents manufacturiers canadiens qui représentent bien cette mode-là et on les présente. Comment s'est fait justement le choix des hôtesses? Parce que, écoutez, 1500 à 1600 personnes, c'est beaucoup de gens. Oui. Je pense que ça a commencé même
1 an ou 2 avant même que l'expo commence pour les choisir? Oui. Alors, 2 ans avant que l'expo commence, ils ont fait un premier recrutement où ils ont engagé quelques hôtesses qui devaient représenter l'expo dans des tournées à l'étranger et dans les visites de gens qui venaient de l'étranger pour voir s'ils voulaient participer. Alors, il y avait quelques hôtesses engagées à ce moment-là. Et sinon, l'année suivante, ils ont fait une tournée de recrutement. Alors, nous avons enregistré pour notre audio guide des entrevues avec plusieurs de ces hôtesses-là, tant des hôtesses officielles que des hôtesses de différents pavillons. Ensuite, chaque pavillon s'est occupé d'engager ses propres hôtesses et à faire le recrutement selon ce qu'ils recherchaient. Chose certaine, tous les pavillons cherchaient des jeunes femmes qui avaient une facilité à s'exprimer avec le public, qui parlaient plus d'une langue. Il fallait en parler au moins 2 langues. Et puis, on ne se gênait pas de demander qu'elles aient une belle apparence. Oui. Donc ça, c'est très clair. Mais par contre, pour les pavillons, on disait qu'il y en avait une 60aine. On sait qu'il y a beaucoup plus de pays que ça sur notre planète. Comment s'est fait le choix des pays? Est-ce que chacun venait en disant « moi, j'ai quelque chose à proposer » ou est-ce qu'ils étaient libres de pouvoir venir comme ils le voulaient? Bien, l'Expo a fait une énorme campagne de recruter des pays participants avant l'Expo. Alors, sur les 90 pavillons, il y avait 60 pays participants. Certains se regroupaient dans un seul pavillon. Par exemple, il y avait la place d'Afrique qui regroupait une quinzaine de pays africains. Oui. Dans la dernière salle, moi, j'ai adoré cette salle-là en particulier. Ça s'intitule « Le grand boom de la mode canadienne ». Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est ça. Alors, au pavillon du Canada, toutes les semaines, on faisait un défilé de mode où on présentait des produits canadiens. Le but était de montrer la force, le dynamisme de la mode canadienne et le montrer au monde. Alors, l'Expo 67 était une énorme opportunité pour l'industrie, puis on ne voulait pas manquer ça. Les manufacturiers se sont regroupés et ils ont financé ça. Ils ont contribué à un ensemble de 60 000 $. Ils ont engagé une productrice, Iona Monahan, que certains se rappellent peut-être comme journaliste à la Gazette à la fin de sa carrière. Alors, elle était très connue comme productrice de mode à ce moment-là. Et puis, elle a produit ce défilé. Puis, il voulait aussi qu'elle réinvente le genre du défilé de mode. Comme on a fait dans beaucoup de domaines de spectacle et de performance à l'Expo, c'était un terrain pour réinventer ce que c'était. Alors, elle s'était inspirée du théâtre, de la danse. Elle a fait composer une musique. Elle avait des musiciens sur scène. Les mannequins étaient sur patins à roulettes, portaient des accessoires, des tambourines. Alors, c'est très joyeux. On le voit sur film. On voit les mannequins qui se promènent, qui dansent, très, très colorés. Alors, le but était de laisser une impression très positive de cette industrie peu connue, même des Canadiens à l'époque. Cynthia Cooper, je vous remercie beaucoup d'être venue aujourd'hui. Maintenant, j'invite les gens à aller au McCord. Je vous assure, vous allez y prendre un énorme plaisir et je vous souhaite autant de visiteurs qu'il y en a eu en 67, c'est-à-dire au moins 50 millions d'entrées payantes. À ce moment-là, les finances du McCord vont être parfaites pour quelques années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les gens ont jusqu'au 1er octobre pour aller faire un tour, pour voir cette très, très belle exposition Mode Expo 67, dans le cadre, bien sûr, du 50e d'Expo 67, mais également du 375e de Montréal et du 100e de la Confédération canadienne.